Oui, Carl, coucou. Ça va? Bon, bah écoute, désolé pour ce petit retard. Est-ce que tu m'entends bien là? Je t'entends parfaitement, oui. Parfaitement. Je t'entends parfaitement. Le retard n'est pas très gênant parce que le siège sur lequel je m'étais assis, c'est à moitié cassé, donc il a fallu le changer. Bah écoute, on va commencer ce petit dialogue entre nous. Moi, je suis très content, bien sûr, de pouvoir faire ce pan-là avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, rapidement? Oui, bien sûr. Ben oui, moi aussi, je suis très, très, très content malgré les contraintes de distance, hein, les contraintes d'horaire, et on est à la fois très loin, hein, 9000 km nous séparent, et puis en même temps... Grâce à Edison, on est tout près. Grâce à Edison, on est tout près, oui. Oui, et puis ce matin, en prenant mon petit déjeuner, je pensais à ce que tu proposais, cette idée de mémoire partagée. Et puis effectivement, je tentais de visualiser depuis combien de temps on se connaissait, et effectivement, ça fait... on se connaît depuis 1978, cher Jean-Marie. Ah, 78, oui, c'est ça. Depuis 1978, et on a eu en commun, on a partagé pas mal d'épisodes, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Hein. Alors tu me demandes de me présenter. Donc Karl Kugel, j'ai 65 ans. Je suis le père d'un garçon qui s'appelle Ambroise. Et en deux mots, sur le terrain plus strictement professionnel, j'ai d'abord, on va dire, un parcours centré avec la photographie, hein, dans les années 80 jusqu'au milieu 90, fin 90. Et puis, tout en continuant à travailler avec la photographie, depuis le début 2000, je m'intéresse au travers de différents projets à la relation entre création visuelle et pratique vivante. Ok, bon, ben, c'est super. Bon, on va commencer. Ben, je sais pas par quoi tu as envie que... Mais je pense... Ouais. Oui, alors par quoi j'ai envie... c'est toujours pas mal les chronologies. Et puis comment dire, alors ce ne sont pas des scènes primitives, mais les premières images. Je repensais à mes premières images, en tout cas les premières images que j'ai en mémoire. Alors, bon, il y a la question de la mémoire. Hein. La question de mémoire, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement fragile. Hein. C'est Walter Benjamin qui parlait de la mémoire est un médium pour se plonger dans le passé, et puis c'est aussi la scène d'un théâtre. Parce que je crois que c'est intéressant ça. Quels sont pour toi, qu'as-tu en mémoire comment dire, quelles sont les premières images que tu as en mémoire, que ce soit des images, je dirais, mentales, d'un côté, parce qu'effectivement on a des images mentales, et puis aussi les premières images, qu'elles soient fixes ou animées, hein, les images picturales dont tu te souviens, hein, qui remontent à l'enfance, à la petite enfance. Ben, moi, si tu veux, il y a plusieurs trucs. D'abord, je ne dirais pas que j'ai commencé à lire avec la bande dessinée, mais pratiquement oui. Bon, à l'époque, c'était Pif le chien, évidemment, et Fripounet, Marisette et compagnie. Sur l'aspect image cinématographique, c'est mon premier film que j'ai vu en salle, et je devais avoir, je sais pas quoi, 10 ans. Bah, si je dis ça aux gosses maintenant, t'imagines, comment aller voir le premier? Ben, c'était le premier film qui passait dans une petite ville de province en France, et c'était Michel Strogoff. Alors je ne me souviens plus quels étaient les protagonistes, mais j'ai dû rêver de ce film pendant des mois et des mois, en me reconstituant parmi les héros, les héroïnes, etc., etc. Et puis la troisième chose, alors là, elle est plus, je dirais, plus personnelle, plus familiale, c'est le fait que quand je revenais de l'école, je m'arrêtais toujours chez mes vieilles cousines, qui étaient les sœurs et belles-sœurs d'Albert Guez, et que quand je m'arrêtais pour leur dire bonjour, leur faire un bisou,
Et elle me servait toujours le petit thé avec les petites madeleines, etc. Et c'était un musée, leur maison était un musée, avec des toiles évidemment d'Albert Gleizes, des trucs partout, il y en avait de partout. Et donc, mais pas que de Gleizes, il y avait des toiles de Braque, de Metzinger, de Dufy, etc. Je crois qu'il n'y avait pas de Picasso, parce que Gleizes et Picasso ne se connaissaient pas vraiment, je ne sais même pas s'ils s'appréciaient. Bon, enfin bref. C'est ça, voilà. C'est les trois grands. Après, il y a toutes les images de paysages, les images naturalistes, des bords de Loire, des scènes champêtres du type les foins, les moissonneuses batteuses, etc. Voilà, c'est un petit univers par rapport à ça. Oui. Oui, donc Albert Gleizes, alors donc cette filiation avec ce peintre effectivement qui est contemporain de Picasso, qui est, si je crois me souvenir, un des fondateurs du cubisme. Hein. Cette filiation, elle a compté de quelle manière, elle compte de quelle manière encore pour toi? Je dirais c'est formel, parce que d'abord, je ne l'ai pas connu. Deux, dans la famille, il y a une admiration et un culte pour le bonhomme, si tu veux, son itinéraire. Mais bon, je ne suis pas sûr que les gens y comprennent non plus forcément sa peinture, qui est un peu... Moi, j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à comprendre sa peinture lorsque j'ai fait, la première fois que j'ai fait une copie de Gleizes, par un Gleizes, c'était rigolo. Ça m'intéressait, c'était les Espagnols, c'était une toile très colorée, etc. Et j'ai essayé d'approcher la manière dont il construisait son truc, avant de mettre des couleurs, etc. Voilà. Mais je pense que c'est une peinture qui est pas forcément, sauf à ses débuts, comme tous les peintres de cette période-là, mais c'était pas une peinture facile. Et puis Gleizes, après on en arrêtera, je vais pas parler de Gleizes, celui-là, on parlera de l'autre. Gleizes était aussi, il s'est converti au christianisme et il est devenu très mystique. Et sa peinture est devenue très mystique. Et je dirais que, donc après il a percé aux États-Unis d'une façon absolument extraordinaire, mais je pense que c'est ce côté-là, côté à la fois formel et le côté très spirituel de son œuvre qui a pu attirer. Mais bon, après, c'est pas les autres cubistes, quoi. Voilà. Oui. Et ta propre pratique plastique, elle est d'une certaine manière liée à cette filiation. Tu peux parler de ça, à quel moment, effectivement, toi qui a une formation de sociologue, qui a travaillé, je dirais, dans un champ qui, quelque part, n'est pas non plus totalement éloigné de la création artistique, mais à quel moment tu as commencé à pratiquer, à peindre? Si tu veux, deux choses. Un, j'ai dessiné, ou peint, ou barbouillé toute ma vie, tout le temps, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à tout le temps. Et deux, je suis un piètre dessinateur, un piètre artiste, un piètre démonstrateur. Marie-Thérèse dit toujours, au lieu de perdre ton temps à barbouiller comme ça, tu aurais mieux fait d'écrire. Ouais, voilà, si tu veux, tu vois, tout le monde est gentil. Et donc, non, de ce point de vue-là, si tu veux, c'est un exercice uniquement pour mon propre plaisir. C'est un instant, je disais ça à Pascal, c'est un instant de méditation. Pour moi, la peinture ou le dessin, à partir du moment où je me trouve devant une toile ou un truc, si tu veux, c'est un moyen pour moi de me retrouver, de me ressourcer de tout ça. Mais sur un plan strictement pictural, je veux dire, ce que je fais ne vaut strictement rien. Voilà. Après, tu parlais de perspective, donc, qui est une association aixoise avec laquelle j'ai adhéré, une association de plasticiens. C'est un travail collectif, c'était ça qui m'intéressait beaucoup. Et que pour moi, c'est toujours plus facile de délirer à deux que tout seul.
à la différence d'autres, tu vois. Bon, mais il n'y a pas que moi qui parle là. Tout ça, ça t'évoque quoi et dans notre relation à l'époque et tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, effectivement tu as eu un intérêt pour l'image. Un intérêt pour l'image. Et dans les années 80, effectivement, comment dire, quelqu'un qui venait de ton champ professionnel et qui s'intéressait à l'image, bon, ils n'étaient pas non plus très, très, très nombreux, tu vois. Et je pense qu'on s'est retrouvés autour de ça, je ne sais plus exactement comment, dans une période, effectivement, je dirais dans les années 80, où mon activité était centrée sur la photographie, avec effectivement tous ces projets, le voyage allemand, histoire en terre africaine, 300 jours, 300 nuits en Chine. Et donc c'était une période très, très dense. Et puis, il y a eu cette alors je pense que c'est certainement une première proposition que tu as pu me faire. Alors je ne sais plus si c'est d'abord ce travail entre guillemets militant autour de ce lieu que l'on nommait à Aix-en-Provence les Allumettes, ou si c'était l'étude avec le centre d'études techniques de l'équipement. Mais c'est à peu près la même époque. Et effectivement, on s'est rencontrés sur un projet dont le médium était la photographie, mais avec, on va dire, des perspectives qui étaient des perspectives beaucoup plus liées, on va dire, à quelque chose qui ressemblait à une sociophotographie. Et pourquoi je parle de sociophotographie? Parce que un des premiers prix que j'ai eu, entre guillemets, j'ai eu quelques prix, j'ai eu un prix de sociophotographie. Un prix de sociophotographie sur le travail que j'avais fait dans la banlieue de Köln, de Cologne, dans une ville nouvelle qui s'appelait Corweiler. Et donc ce travail avait été primé par un prix de sociophotographie. Et dans un texte, si tu veux, qui introduisait, donc qui se trouve dans le catalogue de l'exposition, donc je parlais, en fait je remettais en question ce concept de sociophotographie. Et c'était effectivement, j'avais conscience très très tôt, si tu veux, de la force indéniable de la photographie et de l'image. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Donc cette force indéniable, et puis en même temps sa fragilité, son côté un petit peu pathétique. Et dans l'introduction au catalogue, je disais que ce qui me semblait important, c'était ce qui était dans le hors-champ des images. C'est-à-dire, c'était le mode de production, c'était dans quel contexte les images avaient été réalisées. Donc c'est une période, effectivement, où ces questions-là commencent à me passionner, et continuent à me passionner aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Ça a toujours été présent, si tu veux, ce souci d'être à la fois dans une démarche, on va dire, intuitive, créative, et en même temps en essayant de regarder, d'évaluer cette pratique. Et ça m'amène d'ailleurs à un troisième projet qui n'a pas abouti, mais qui était un très beau projet qu'on avait imaginé ensemble, si tu te souviens bien, qui s'intitulait Entre mythologie et pratique. Entre mythologie et pratique. Et d'ailleurs, intitulé, qu'on a repris ensuite pour un autre projet dont on parlera certainement plus loin dans le dialogue. Et ce projet Entre mythologie et pratique concernait la mythologie de la National 7. Voilà, la National 7. Et je ne sais pas si tu te souviens du projet, c'était à la fois donc avec un protocole CT, un protocole Centre d'études techniques de l'équipement, de mettre en parallèle à la fois une démarche très formelle autour de, on va dire, entre guillemets, du territoire de la National 7, les lieux, etc. Et puis en même temps, une approche au quotidien totalement libre, sans a priori de contenu. Et d'ailleurs, c'était un prolongement pour moi de ce que j'avais réalisé lors du voyage allemand. Le voyage allemand, c'était à la fois ce travail au moyen format autour du paysage urbanisé, et puis en même temps, au Leica,
comme ça, au fil des jours, comme un carnet, des images faites librement. Et donc, cette entre mythologie et pratique, ça a été aussi une troisième. Bon, là, ça a été une tentative parce que malheureusement, notre projet n'a pas été retenu par la DATAR, puisqu'on l'avait proposé à la DATAR. Mais c'était une troisième expérience avec toi. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que tu pointes là, parce que, en effet, donc moi j'ai ce souci en permanence de l'image, mais de l'image en tant que porteur de sens dans une recherche, dans un questionnement, en effet, qui est un questionnement sociologique. Je prends un exemple, on avait travaillé ensemble, et d'ailleurs il y a un corpus qui n'a jamais été exploité, mais peut-être que nos futurs, dans 100 ans, travailleront là-dessus. Je ne sais plus combien il y avait d'images sur les espaces publics aixois, et notamment sur la place de la place des quarts d'heure, avec cette notion comment on reconstitue la présence humaine et les usages sociaux dans un espace public à partir d'un travail ou accompagné par la photographie. Donc ça c'est déplacement en milieu urbain. Ouais, voilà, déplacement en milieu urbain. Ensuite, si tu veux, après il y a eu le National 7, tu l'as expliqué, et puis il y avait ce truc aussi, qui était militant, donc ça c'est autre chose. Moi je classerais ça dans le domaine, comment le sociologue qui agit sur l'espace urbain peut avoir besoin du photographe pour révéler, alors c'est l'usine des allumettes qui était complètement enfermée, etc., pour révéler des choses, donc là, c'était pour révéler, je ne sais pas comment tu classerais ça, reportage, pour révéler le contenu des usines, la richesse patrimoniale de ce lieu, et qui, je dirais, je ne sais pas, ça a contribué en tout cas à un déclenchement de la prise de conscience des Aixois et de politique aixois, certains milieux politiques, notamment à gauche, en disant là, il y a un patrimoine qu'on n'a pas le droit de bousiller. C'est un témoignage de l'histoire, c'est un témoignage industriel. À l'époque, on n'en avait pas énormément. Voilà, donc ça, c'est clair. Et en effet, on retrouvera ça après pour le travail à La Réunion. Je dirais, on est dans la même veine. Là, on rajoutera un truc qui sera l'action publique, comment un travail photographique peut accompagner une action publique d'envergure. Bon, c'était pas la data, mais on s'est bien démerdé quand même. Voilà. Mais je pense à une chose là, c'est que avec le temps et avec l'expérience, et pas seulement au travers de ma propre expérience, mais au travers de projets que j'ai pu rencontrer en tant que commissaire d'exposition, je pense notamment à l'œuvre du photographe sud-africain David Goldblatt. Moi, avec le temps, j'ai fait une très grande différence entre comment dire, l'art militant et une approche politique. Je fais une différence entre le politique et le militantisme. J'ai été de manière très très courte, et attention, aujourd'hui je continue à défendre des idées. J'ai été de manière très très courte proche du Parti communiste français, et je crois me souvenir que tu as été pendant pas mal d'années au Parti communiste français. Donc il y avait quand même ce contexte idéologique qui était aussi, il y avait l'image, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on avait ça en commun, et puis aussi il y avait ce contexte-là. Juste, c'est pas pour te faire un compliment, mais parce qu'on a énormément discuté ensemble autour de tout ça, et on a quand même, des fois on s'est frité aussi très fort, mais je pense que les vraies amitiés détestent le mensonge, et des fois la rudesse de la vérité, qu'elle soit chez l'un ou chez l'autre, de toute façon est toujours un peu difficile, mais ce qui compte c'est ce qui se fait dans le temps. Mais simplement pour te dire que il y a eu quelques gens comme ça dans ma vie. Il y a eu Tila, il y a eu toi, là j'ai un copain qui arrive à mettre, je sais pas, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai beaucoup de mal à me considérer
comme un intellectuel au sens beau du terme. Et bon, vous êtes des intellectuels, et toi en particulier, vous arrivez à mettre des mots ou des concepts sur des sentiments et des réflexions que je peux avoir, que j'ai beaucoup de mal à verbaliser. Je ferme la parenthèse et arrête de te frotter les chevilles là par rapport à ça. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ne t'inquiète pas, c'est un chemin qui c'est le fil de l'équilibriste, donc il n'y a pas de... Voilà. J'ai sélectionné 3-4 photos là qui sont amusantes, mais c'est des photos de Karl Kugel. Donc là aussi, hein, tu ne peux pas les... Comment dire. Alors, la première photo, elle était drôle. Tu te souviens que, oui, c'est l'ONI, on faisait très souvent, on fêtait le printemps, on fêtait l'automne, on fêtait l'hiver, etc. Tout était prétexte à faire, voilà. Et on avait fait une petite soirée où tu étais déguisé en une sorte de... je ne sais quoi, là. Tu la verras dans le film, c'est assez amusant. Voilà. La deuxième que je vous ai montrée, c'est aussi encore une photographie de Karl Kugel, avec, qui prend une photo d'une réunion de section du Parti communiste avec Robert Brett, Roland Bélan. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon, la troisième, elle est plus prosaïque, c'est lorsqu'un soir... un soir d'automne, de fin d'automne, il faisait quand même un petit peu, enfin un soir, l'après-midi, en fin de soirée, on est passé de l'autre côté du mur de l'usine aux allumettes pour aller faire ce petit reportage. Et là, c'est cette désolation-là que je vais monter. Ensuite, alors, une très belle photo, que je vais donner à Claire d'ailleurs, à la Réunion, dans le jardin. Alors, c'est une photo où on pose, une photo extraordinaire, artistique et tout, vraiment merveilleuse. Et puis, dernier truc, alors, j'ose tout, moi, si tu veux. C'est une photo que tu as prise dans mon atelier à La Réunion, et où j'étais en train de dessiner celui que tu es en train de me prendre en photo. Et là, je me souviens, oui. Tu t'en souviens ? Avec mon gros bidon d'alors. Oui, je me souviens très bien. Voilà. Dans cette série de photographies réalisées dans cette très belle maison. Voilà. Bon, Karl, on va sur ces deux anecdotes-là, on va, terminer notre entretien. Je te remercie infiniment de cet échange, de ce dialogue et de ces mémoires que l'on a partagées. Tu es, écoute, à bientôt en tout cas à la métropole. J'ai vu que tu marquais l'Hexagone et non pas la métropole, donc c'est une nouveauté, c'est bien. Écoute, je t'embrasse et puis à très bientôt. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.